Assalamu alaikum. Aujourd'hui, dans le cadre de la matière lecture et étude de texte 3, nous allons voir les fondements de l'analyse textuelle. D'abord, il faut définir qu'est-ce qu'un texte. Un texte, selon Jean-Michel Adam, est la matérialisation concrète d'une activité de langage dans un contexte socio-communicationnel. C'est-à-dire, un texte doit se caractériser par son intention communicative, doit avoir une cohérence sémantique, une cohésion formelle, une finalité communicative et doit avoir un ancrage situationnel. Qu'est-ce qu'une autonomie communicative? C'est-à-dire, ce texte doit avoir en lui-même, sans avoir recours à trop d'explications, en lui-même doit avoir une intention communicative, c'est-à-dire en lisant le texte, on devrait comprendre qu'il y a un message passé. Une cohérence sémantique. Qu'est-ce qu'une cohérence sémantique? C'est-à-dire que le texte en lui-même doit contenir un champ lexico-sémantique cohérent, c'est-à-dire un champ lexico-sémantique qui soit en relation avec sa thématique. Une cohésion formelle. Qu'est-ce qu'une cohésion formelle? Une cohésion formelle, c'est-à-dire une liaison entre les séquences. Chaque séquence du texte doit introduire la séquence suivante. Chaque idée du texte doit avoir une relation avec l'idée suivante. Une finalité communicative, c'est-à-dire qu'à la fin, il doit y avoir un message. Sinon, ça ne serait pas un texte du point de vue sémantique. Bien sûr, du point de vue syntaxique, un ensemble de phrases est considéré comme un texte. Un texte, bien sûr, du point de vue syntaxique, est un amas de phrases. Mais si cet amas de phrases n'a pas de cohérence sémantique, n'a pas de cohésion formelle, n'a pas de finalité communicative, du point de vue sémantique, ça n'a pas de sens, ce n'est pas un texte. Finalement, l'ancrage situationnel, c'est-à-dire que le texte doit être communiqué dans un contexte, dans la situation dans laquelle il est communiqué. C'est-à-dire, vous n'allez pas dans une situation, moi en tant qu'enseignant par exemple de linguistique, je ne vais pas donner des exemples dans mon cours de physique quantique par exemple, ou de cuisine, d'art culinaire. Donc ceci ne serait pas un ancrage situationnel cohérent et formellement correct, par rapport bien sûr à la sémantique toujours. Le texte a des modes d'expression, c'est-à-dire nous avons 3 modes d'expression textuelle. Nous avons d'abord le mode oral, le texte à l'origine, parce qu'à l'origine la langue c'est une langue parlée. L'écriture n'est qu'une variante de la langue. Le texte, à l'origine, c'est un texte oral. Mais le texte oral se caractérise par, c'est-à-dire dans le rapport d'un speech ou d'une situation ou d'une altercation, par exemple, le PV de police, par exemple, le PV de la police. Vous avez un texte oral qui est transcrit à l'écrit. Ce texte oral, nous avons des caractéristiques qui font que ce texte oral soit, même à l'écrit, décelé comme un texte oral. Vous avez des marques d'hésitation. C'est-à-dire que dans ces marques d'hésitation, il y a une reprise. À chaque fois, il y a des reprises. Il y a une syntaxe segmentée. Ce n'est pas comme le texte écrit. Le texte écrit est syntaxiquement circonscrit, syntaxiquement cadré. Alors que dans le texte oral, vous avez des marques d'hésitation syntaxique, c'est-à-dire parfois des phrases incomplètes, des bégaiements. Ces bégaiements sont souvent transcrits à l'écrit par des virgules qui sont les marques de pause, des points-virgules. Donc c'est un texte, même s'il est transcrit à l'écrit, s'il est repris par l'écrit, ce texte oral garde ces marques. Vous avez l'importance de la prosodie.
c'est-à-dire que ce texte, c'est-à-dire que l'interlocuteur ou le destinateur du texte choisit souvent la rapidité de l'expression, la fluidité, l'utilisation de beaucoup de synonymes, pour quelque part, pour marquer ou pour masquer la fuite d'idées. C'est-à-dire que dans ce contexte-là de l'oral, on a souvent recours à l'improvisation, c'est-à-dire qu'on parle sans avoir préparé déjà au préalable ce qu'on veut dire, on a des hésitations, une syntaxe segmentée, on a recours beaucoup à la prosodie, c'est-à-dire les fluidités de l'expression, rapidité, pour masquer cette carence syntaxique. Vous avez aussi les interactions immédiates, c'est-à-dire répondre, s'exclamer, parfois utiliser des onomatopées. Donc, il y a une gestuelle, même si la gestuelle n'est pas vraiment rapportée dans le texte, dans la transcription écrite, mais vous pouvez facilement remarquer l'absence textuelle par rapport au texte écrit qu'on va voir juste après. Le texte écrit. Le texte écrit est marqué par sa planification et révision des phrases, révision syntaxique. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver la syntaxe segmentée que vous trouveriez dans le texte oral. Vous avez une syntaxe complète et intégrée, et vous avez également une ponctuation très structurée. Vous avez absence du feedback immédiat, c'est-à-dire vous n'êtes pas en face d'un interlocuteur parce que vous préparez votre texte écrit. Donc, ce que vous trouvez dans le texte oral comme interaction immédiate, c'est-à-dire réponse à l'interlocuteur où il y a un feedback, où il y a une influence de l'univers de la communication, dans le texte écrit, vous ne trouverez pas ça. C'est-à-dire, vous êtes devant un texte planifié, structuré, complexe, bien intégré, vous avez une ponctuation bien structurée dans le texte, c'est-à-dire que vous n'allez pas trouver des pauses un peu partout, des virgules un peu partout, des points-virgules un peu partout, mais vous avez forcément une ponctuation très structurée parce que ce texte est bien préparé, souvent. Et enfin, le troisième texte, ou le troisième mode textuel, vous avez le texte multimodal. Le texte multimodal, c'est-à-dire là où vous combinez écriture et oral. Un peu comme le cours ou l'exposé, la soutenance. Tout ça, ce sont des textes multimodaux. Vous avez un système sémiotique varié, vous avez une gestuelle, une mimique, vous avez des pauses, vous avez parfois une syntaxe bien structurée, parfois vous avez une syntaxe segmentée parce que vous avez à la fois recours à l'oral et à l'écrit. Vous avez une intégration du texte-image, c'est-à-dire vous avez devant vous un texte que vous allez lire à l'exposé et l'image pour exposer au public. Vous avez les ressources typographiques devant vous, bien sûr. Vous avez l'importance de la mise en page. La mise en page est très importante dans le texte multimodal, c'est-à-dire pour l'accomplissement du texte multimodal, vous devez avoir devant vous une page bien structurée, bien lisible, bien faite, en bonne et due forme. Sinon, vous ne pouvez pas combiner vraiment le texte, le mode multimodal comme il devrait l'être. Maintenant, passons aux séquences. Les séquences textuelles. Les séquences, on a tendance à confondre séquence et phrase. Non, la phrase est la plus petite unité. La phrase est la plus petite unité syntaxiquement significative, c'est-à-dire la phrase est une unité syntaxique, alors que la séquence, c'est une unité textuelle. Ce n'est pas une unité syntaxique. Il se pourrait que la phrase soit une séquence, mais souvent la séquence est bien plus importante qu'une simple phrase. C'est-à-dire, il ne faudrait pas aussi confondre séquence
et genre littéraire. Parce que vous avez beau trouver dans un texte des séquences narratives, ce texte-là ne serait pas pour autant un texte littéraire. C'est-à-dire la narration en elle-même n'est pas la littérature dans son genre entier, c'est-à-dire ce n'est pas forcément du roman si vous trouvez un texte qui est fait de séquences totalement de séquences narratives, il pourrait que ce soit un texte par exemple historique, pas forcément un texte littéraire. Donc il ne faudrait pas confondre la narrativité et la littérature. La littérature, c'est le domaine des études de genre, ce n'est pas le domaine de la sémiotique seulement. Donc ce n'est pas le domaine textuel. Le domaine textuel, nous avons la séquence comme unité. Donc, qu'est-ce que la séquence? Donc, comme on a dit, la séquence, c'est la plus petite unité textuelle. Ça pourrait être un ensemble de phrases. Un ensemble de phrases véhiculant une idée cohérente. D'accord. Nous avons combien de modes de séquences? Nous avons 5 séquences fondamentales. Nous avons les 5 types, ce sont, en premier lieu, la séquence narrative. La séquence narrative, elle a pour fonction de raconter les événements, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé. Tout simplement, on raconte qu'est-ce qui s'est passé. C'est une structure temporelle organisée, c'est-à-dire suite d'événements, bien sûr branchée, connectée par des connecteurs logiques. On utilise souvent le temps passé. Nous avons forcément des actants et des actions. Des actants, par exemple, dans le texte littéraire, vous avez comme actants, vous avez les personnages. Et vous avez des actions, vous avez des événements. Pour la deuxième séquence, la séquence descriptive. La séquence descriptive, elle a pour fonction de décrire les lieux, représenter les lieux, les personnes, les objets. Ses caractéristiques les plus fondamentaux, c'est vous avez d'abord la prédominance spatiale, c'est-à-dire vous avez soit une description aspectuelle, par aspectualisation, ou vous avez une description en relation, ou en mise en relation, c'est-à-dire référentielle, c'est-à-dire vous allez décrire la chose, le lieu, la personne, l'objet, vous allez le décrire par rapport à son espace. Donc, vous avez une prédominance spatiale. Vous avez l'utilisation forcément de verbes d'état et de perception, c'est-à-dire voir, percevoir, apercevoir, tout ça, ce sont des verbes de perception. Écouter, entendre, tout ça, ce sont des verbes de perception. Vous avez des adjectifs, l'utilisation des adjectifs qualificatifs, beaucoup d'adjectifs qualificatifs pour la description, forcément. Et vous avez les indicateurs spatiaux, c'est-à-dire les démonstratifs. Les démonstratifs, les adverbes de lieu, ça, forcément, on l'utilise sur, à côté, à gauche, à droite, en dessous, en dessus, au-dessus. Vous avez l'utilisation des indicateurs spatiaux pour la description. Ce sont les marques de cette séquence. En troisième lieu, vous avez la séquence explicative. Qu'est-ce qu'une séquence explicative? Elle a pour fonction de faire comprendre un phénomène, une idée, une philosophie, une idéologie, un processus, donc une séquence explicative. Ces caractéristiques, elles se structurent autour de la relation logique cause à conséquence. Il y a des marques de causalité, c'est-à-dire les connecteurs de la cause à conséquence, en conséquent, à cause, afin, parce que vous avez ces connecteurs qui font la relation cause à conséquence. On utilise souvent le présent de la vérité générale, ce qu'on appelle le présent de vérité générale, ou présent de l'énonciation. Vous avez la reformulation, l'utilisation de la reformulation, c'est-à-dire pour mieux expliquer ce qu'on appelle le fait de paraphraser. Paraphraser, utiliser plusieurs formules pour une seule phrase. C'est grosso modo les caractéristiques de la séquence explicative. Vous avez aussi la séquence argumentative. La séquence argumentative est une séquence faite pour convaincre. Elle a une visée, une finalité souvent injonctive, c'est-à-dire il faut que vous fassiez, il faut que vous
croyez, il y a forcément une tournure injonctive quelque part dans la séquence argumentative. Forcément, dans la séquence argumentative, forcément, il y a la première caractéristique, c'est la thèse défendue. Vous avez forcément une thèse à défendre, sinon, pourquoi argumenter? Vous avez des arguments et des exemples. Il y a plusieurs types d'arguments, ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Vous avez aussi des connecteurs logiques, souvent des connecteurs logiques cause à conséquence. Et vous avez aussi, bien sûr pour convaincre, vous avez la prise en compte du contre-argument, c'est-à-dire vous avez le processus philosophique ou le processus de la dissertation, la thèse, antithèse, introduction, problématique, thèse, antithèse, synthèse, et enfin conclusion. Ça, c'est souvent le procédé par lequel passe la séquence, la liaison des séquences argumentatives. Et finalement, nous avons la séquence injonctive. La séquence injonctive, bien qu'on a dit que la séquence argumentative est quelque part une séquence injonctive, mais c'est une séquence injonctive non pas par forme, mais par finalité. C'est-à-dire, à la fin, quelqu'un qui essaye de vous convaincre, il essaye forcément de vous ordonner. Même si cette ordonnance, cet ordre n'est pas vraiment une injonction franche, mais quelque part il y a une injonction sémantique. Mais il y a la séquence injonctive qui est vraiment une séquence injonctive franche. Et là, on essaye de vous faire agir. On essaye de faire agir le destinataire. Les caractéristiques, on a souvent l'utilisation de l'impératif franc comme mode, ou les formules équivalentes. Vous avez la structure procédurale, c'est-à-dire on vous donne une procédure, lorsqu'on vous ordonne faites ceci, ceci, ceci et cela. Par exemple, dans les arrêtés, les lois, l'étudiant est forcé de répondre à une présence assidue et ponctuelle durant l'année scolaire, l'année universitaire. Ça, c'est une procédure. Donc, vous avez forcément une structure procédurale. Vous avez les verbes d'action, faites, ne faites pas, choisissez, partez, écrivez. Ça, c'est une utilisation franche de verbes d'action. Vous avez les marques de motivation. Les marques qui vous poussent à faire ce qu'on vous ordonne de faire. Pour exemple, vous avez, pour installer le logiciel, téléchargez d'abord le fichier d'installation, ensuite lancez le programme. Ça, c'est une procédure. Suivez les instructions. N'oubliez pas de redémarrer votre ordinateur. Ça, d'accord. Après l'installation, c'est une marque de motivation. Un texte doit répondre à des modes, doit contenir des séquences, mais doit avoir le principe, nous l'avons bien cité au début de ce cours, c'est le principe de la cohésion et de la cohérence textuelle. La cohésion textuelle, c'est le lien formel. Cohésion textuelle, c'est un lien formel regroupant des marques linguistiques visibles d'unité textuelle. Vous avez les connecteurs temporels, logiques, additifs, reformulatifs, c'est-à-dire temporel d'abord, ensuite et finalement logique. Vous avez donc ainsi, cependant, additif, vous avez de plus, en outre. D'accord ? Donc le texte doit contenir des connecteurs qui lient les éléments séquentiels. Vous avez les reprises anaphoriques, la pronominalisation. Vous avez, au lieu de répéter chaque fois le thème, vous avez dire ce thème, il a, l'équipe, elle a, c'est-à-dire pronominalisation, au lieu d'utiliser à chaque fois les mêmes concepts. Pour ne pas répéter. Vous avez la répétition lexicale, ce qu'on appelle le principe de l'isotopie, c'est-à-dire soit lexicalement strict, le lexique strict, répéter le lexique strict, ou répéter une lexicosémantique qui fait que le texte ait un champ lexicosémantique cohérent.
synonyme, substitut, élément référentiel, élément idiomatique, tout ça, ce sont des éléments qui renvoient au thème. Non pas un lexique strict, non pas une répétition lexicale stricte forcément, mais une répétition lexico-sémantique qui, ce qu'on appelle le principe de l'isotopie dans le texte. Généralement, on appelle ça le champ lexical ou le champ lexico-sémantique. Vous avez les déterminants et les déictiques, c'est-à-dire les embrayeurs qui font que le destinateur ou le destinataire, reçoivent l'idée qu'il y a des dimensions dans ce texte, des dimensions temporelles, des dimensions spatiales, souvent dans la narrativité ou parfois même dans l'argumentation, c'est-à-dire que cet élément est plus proche que cet élément, que vous devriez faire ceci au lieu de faire cela. On appelle ça les déictiques qui font que le destinataire ait la perception que ce texte a des dimensions, c'est-à-dire que, par exemple, dans un texte argumentatif, les déictiques font usage que certains éléments de la procédure soient plus importants que d'autres. Par exemple, il faut en premier lieu faire allumer votre ordinateur. Si vous n'allumez pas votre ordinateur, aucune opération ne pourra être réalisée. Donc ça, si en premier lieu, ce sont des éléments déictiques qui font que ce premier élément est un élément crucial, plus important que les autres éléments de la procédure. Donc ce sont des déictiques qui font que déictique soit par rapport à l'espace, par exemple, il s'est rapproché assez pour avoir mon souffle à son oreille. Donc le fait d'utiliser assez et avoir mon souffle à son oreille, cet élément-là fait que même si je ne vois pas devant moi le personnage qui s'est approché ou la personne qui s'est approchée jusqu'à avoir mon souffle sur son oreille, je comprends par les éléments, par les déictiques spatiaux que la personne s'est vraiment rapprochée, vraiment à quelques centimètres de ma bouche. D'accord ? Vous avez la cohérence textuelle, l'unité de sens. La cohérence, c'est l'organisation sémantique du texte. C'est-à-dire que la progression thématique doit obéir à un ordre de fait à faire que ce texte soit une unité sémantique cohérente. Vous avez la progression thématique, un thème constant, c'est-à-dire vous n'allez pas passer d'un thème à un autre. Je ne vais pas dire par exemple ce matin j'ai pris le bus pour aller prendre mon petit déjeuner à la cuisine avant de revenir faire mon cours dans mon bureau. C'est quoi ça ? Prendre le bus pour aller à la cuisine? Non, ce n'est pas vraiment une cohérence, ce n'est pas un thème constant. C'est-à-dire, ce thème-là, il y a plusieurs thèmes entremêlés dans un petit texte de façon à dire que ce texte-là n'a pas vraiment de cohérence textuelle. Donc, vous devez obéir à une progression thématique, vous devez avoir un thème constant, vous devez progresser avoir une progression linéaire, c'est-à-dire chaque idée doit, bien sûr, vous avez les écritures éclatées, mais c'est pas le propos ici dans l'étude sémantique. Ça fait surtout partie de la stylistique et des études de genre littéraire. Donc vous avez la progression linéaire, généralement un texte progresse linéairement, c'est-à-dire vous avez première idée, deuxième idée, troisième idée, jusqu'à arriver à la finalité. Vous avez parfois des progressions éclatées, mais je vous dis que ce n'est pas le propos vraiment ici dans la sémantique. La sémantique surtout classique, ne se préoccupe pas vraiment des progressions éclatées, ça fait partie surtout de la stylistique et des études de genre. L'isotopie, le principe de l'isotopie sémantique, on l'a bien dit, on l'a bien utilisé, on l'a bien traité dans la cohérence, dans la cohésion, et vous devez avoir une isotopie sémantique constante, c'est-à-dire utiliser un lexique qui soit cadré, bien cadré, un lexique qui obéisse à votre thématique, un lexique qui ne sort pas de votre thématique.
C'est pour ça que le texte sans cohérence et sans cohésion thématique n'est pas considéré comme un texte correct dans le contexte sémantique. Ah, maintenant, est-ce qu'il y a une interaction entre cohésion et cohérence? Donc, la cohésion et la cohérence entretiennent des relations complexes. Une bonne cohésion facilite la cohérence, mais ne la garantit pas. Inversement, un texte peut être cohérent avec peu de marques cohésives explicites. Explication, vous avez, par exemple, ce texte-là. Bon, alors, concernant la réunion de demain, je pense qu'il faudrait qu'on aborde surtout le problème des délais, parce que là, c'est vraiment critique. Là, il n'y a pas vraiment de cohésion, d'interaction. Vous avez, bon, alors, concernant la réunion de demain, je pense qu'il faudrait qu'on aborde surtout le problème des délais, parce que là, c'est vraiment critique. Qu'est-ce qui est critique? Où est le problème? Ici, vous n'avez pas de cohésion et de cohérence. Bien sûr, par rapport au petit volume textuel qu'on a, on a quelque part une isotopie lexicosémantique. Donc, concernant la réunion, vous avez la réunion, d'accord? Vous avez délai, rien que ça. Donc, réunion, délai. Vous avez les marques d'hésitation qui font que ce texte est forcément à l'origine un texte oral, d'accord? Et vous avez un manquement à la cohésion sémantique, à la cohésion textuelle. Donc, ce texte-là n'a pas vraiment, c'est-à-dire la personne en face, si elle ne connaît pas vraiment l'intention de l'interlocuteur, du destinateur, elle ne pourra pas comprendre où est le problème. Là, c'est un texte, c'est l'antimodèle du texte idéal d'un point de vue sémantique communicatif. Donc, pour l'activité, je vous laisse une activité à la fin de bien sûr dans la boîte à description, dans la vidéo YouTube. Sur Facebook, je la laisserai dans le premier commentaire. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les laisser dans le commentaire ou me contacter sur mon email courriel. D'accord? Sinon, sur ce, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.